Philippe Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous allez lire ce livre de Nicolas Sarkozy ? Oh oui, probablement. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche cathartique de l'ancien président ? Alors, je pense qu'elle lui appartient, évidemment. Et puis, n'ayant pas lu le livre moi-même pour l'instant, j'ai du mal, évidemment, à poser un jugement sur cette question. Après, la privation de liberté, c'est toujours un moment qui est évidemment vécu de manière extrêmement douloureuse par tous les prisonniers aujourd'hui. Il dit qu'il a tourné la page du macronisme dans ce livre et il prône un rassemblement de Villiers à Besson. Pour vous, c'est un signe qui défend maintenant l'union des droites ? C'est possible. Moi, ce qui me semble être important aujourd'hui, derrière le macronisme, c'est quoi ? C'est l'idée simplement de rassembler des gens qui sont des gens de bonne volonté, qui faire évoluer le pays à travers des démarches qui sont très pragmatiques, qui regardent quels sont les objets, quelles sont les difficultés de notre société aujourd'hui et qui essayent de trouver des solutions qui sont des solutions en sortant de logiciels qui sont préconçus, qui sont des logiciels de parti. Mais et c'est ça qui est fondamental et c'est pour ça que moi je suis rentré en politique. Voilà, mais est-ce que ces gens-là, ils vont de Villiers à Besson pour vous ? Je ne suis pas certain. Voilà. Ça va trop loin à droite ? De mon point de vue, évidemment. Un mot sur ce qui s'est passé à Lyon hier soir. C'était à la Fête des Lumières, des slogans comme « La police tue » projetés sur le musée des Beaux-Arts. Vous condamnez ? Évidemment, la police, elle est là pour nous protéger. Elle protège la société, elle protège les citoyens aujourd'hui. Et évidemment, ces slogans sont éminemment condamnables. C'est des slogans qui reviennent quand même souvent dans le débat politique. Il faut frapper plus fort de la part du gouvernement ? En tout cas, je pense qu'il faut les condamner de manière extrêmement claire et il faut aussi expliquer en permanence à nos concitoyens que la police, elle est là simplement pour protéger la société, pour nous protéger tous. Et c'est ça, et les défendre systématiquement, évidemment, les policiers. Le budget de la sécurité sociale a été adopté, en tout cas le volet recettes, par 166 voix contre 140 grâce au vote favorable des socialistes. Est-ce que vous êtes confiant sur le vote final qui aura lieu mardi prochain ? Écoutez, en tout cas, je pense qu'il faut aller évidemment au bout de cette démarche. C'est fondamental. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu un débat qui a été d'une très grande richesse, qui a duré très longtemps. C'est quand même inédit. Il y a eu quand même un vrai travail parlementaire sur le texte. Le texte initial, c'était le texte du gouvernement. Il a été profondément modifié par les débats parlementaires. C'est la méthode qui avait été annoncée par Sébastien Lecornu et qui a été tenue. C'est-à-dire que le texte a profondément évolué aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit le texte de tel ou tel parti. C'est un texte qui est un texte de compromis. Et évidemment, il faut aller au bout. L'enjeu, il est fondamental derrière, parce que le PLFSS, il est derrière. Si on n'a pas de PLFSS, c'est fragiliser la sécurité sociale, qui est quand même quelque chose, un objet, tous les Français y sont profondément attachés. Donc on a besoin de ce texte, on a besoin d'avoir un budget pour la sécurité sociale, on a besoin d'avoir un budget pour la France. Mais vous le dites, il est quand même profondément remanié. Vous avez cédé sur la suspension de la réforme des retraites, sur les franchises médicales, sur la hausse de la CSG. Un déficit qui dépasse les 20 milliards, nous dit Amélie de Montchalin. C'est quand même un renoncement par rapport au macronisme auquel vous vous référiez au début de cette interview. Bien sûr, mais la majorité aussi n'est pas la même que précédemment. Donc ce texte, évidemment, c'est pas le texte initial du gouvernement. Je crois que c'est très clair. C'est l'objet d'un dialogue, c'est l'objet d'un compromis entre les différents groupes aujourd'hui à l'Assemblée. Je pense que ce dialogue, il a été riche. Maintenant, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités et il faut aller au bout. Et moi, je voudrais rappeler... Là, vous vous adressez à Horizon, par exemple, qui s'est abstenu. S'il ne vote pas, eh bien, il n'y aura pas de PLFSS, tous les pas de budget de la sécurité. Je pense que ce message-là, il est valable pour tous les parlementaires. Parce que c'est pas simplement un groupe ou un autre qui est attaché à la sécurité sociale. C'est bien tous les parlementaires qui sont directement visés et directement impliqués. Donc c'est à Édouard Philippe que vous vous adressez pour lui dire... À tout le monde, encore une fois. Je crois que c'est à tout le monde aujourd'hui qu'il faut s'adresser. C'est un message de responsabilité. Évidemment, ce texte-là, c'est pas le texte initial. C'est pas forcément... Tout le monde ne se retrouve pas dans tous les éléments de ce texte. C'est un texte de compromis. Il faut aller au bout. C'est ça la méthode. Et c'est ça aujourd'hui, je crois, la seule voie qui est la voie aujourd'hui crédible pour la suite. C'est votre avenir qui en dépend aussi. Dans ces cas-là, il peut y avoir une démission du gouvernement, une motion de censure. Je crois que non, c'est pas du tout ça qui est posé aujourd'hui. La responsabilité, elle est la responsabilité, c'est celle des parlementaires aujourd'hui. Justement, le gouvernement n'a pas été dans une logique d'engager sa responsabilité au travers d'un 49.3. C'est bien justement de donner la balle au Parlement pour que le débat soit là. Le débat a eu lieu. Maintenant, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Alors, il y a aussi le budget de la France. Vous défendrez demain votre budget, vous, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cas de rejet, qu'est-ce qui se passe pour votre ministère ?
D'abord, encore une fois, je me place dans une logique de discussion, de négociation, et je me dis qu'on va trouver justement les compromis nécessaires pour arriver Ça au va être bout. plus compliqué pour le budget de la France, quoi. Possiblement, mais je pense que malgré tout, il faut quand même travailler sur ces questions-là. Il faut qu'on ait le débat avec l'ensemble des parlementaires. Si à la fin il n'y a pas de budget, les difficultés, ça va être un peu les mêmes partout. C'est des difficultés sur nos capacités à investir, sur nos capacités dans mon domaine par exemple, investir dans l'immobilier des universités, investir dans les grandes infrastructures de recherche qui sont structurantes pour notre pays aujourd'hui, pour la qualité de notre recherche. Par exemple, ce sont des exemples parmi d'autres. Tout va être plus compliqué. Ce ne sera pas impossible, mais ça va être un fonctionnement qui va être dégradé, qui va être beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas souhaitable. Et je pense que là aussi, il y a un travail de responsabilité de tout le monde. Il faut qu'on donne un budget à la France. Dans un budget contraint, il faut faire des choix. La formation supérieure, la recherche universitaire, la vie étudiante, la recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire sont sacrifiées parce que la hausse du budget est inférieure à l'inflation. Vous l'assumez ? Non, alors pardon, mais c'est pas le cas. Ce que disent les syndicats. Au total, la mission recherche et enseignement supérieur augmente d'à peu près 600 millions d'euros. Donc c'est un effort qui est... Mais pas les disciplines que je viens de citer. Qui est un effort qui est significatif. Cet effort significatif, il est largement au-dessus de l'inflation. Par contre, à côté de ça, il y a des dépenses qui ne sont pas compensées, ça c'est vrai, et qui peuvent mettre en difficulté un certain nombre d'établissements. Et il faut qu'on soit extrêmement attentif à ça, et on le sera, et on les accompagnera, et on fera ce qu'il faut pour justement trouver des solutions au cas par cas. Mais je veux dire, il y a un vrai effort aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même rappeler que derrière, on est au milieu d'une loi de programmation pour la recherche où il y a énormément d'argent qui a été mobilisé aujourd'hui. On a fait des revalorisations qui sont les revalorisations en particulier indemnitaires, de salaires pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants. Enfin, on est passé de salaires qui étaient quand même très, très, très bas à des salaires qui aujourd'hui sont beaucoup plus raisonnables. Et donc, très concrètement, je parle de 400 ou de 500 euros d'augmentation par mois pour les docteurs, par exemple, depuis cette loi. Et donc, c'est quand même des choses qui existent, qui sont réelles. Donc, il faut poursuivre cet investissement, il faut poursuivre cet effort. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on trouve des solutions à ces difficultés, mais il y a un effort, il y a une mobilisation. Donc... Pourquoi ? Parce qu'en fait, la recherche, vous savez, c'est non seulement l'extension des connaissances, mais c'est aussi préparer l'avenir, et préparer l'avenir pour nos industries, pour nos entreprises, pour nos économies. À travers la recherche fondamentale, on comprend mieux le monde, mais on prépare aussi les produits, les usines et les entreprises de demain. Et donc, investir, c'est fondamental. Comme il faut faire des choix, vous assumez la baisse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers ? Alors, il n'y a pas de baisse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Je pense que vous parlez des APL, de l'aide pour le logement. Et effectivement, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont des étudiants qui sont non communautaires, et non communautaires, non boursiers, qui ne pourront plus bénéficier d'APL. Là aussi, il faut que le débat parlementaire ait lieu sur cette mesure. Mais c'est aujourd'hui une mesure, malgré tout, le budget tel qu'il est aujourd'hui, permet de préserver les APL pour tous les étudiants français, tous les étudiants communautaires, et pour une petite fraction d'étudiants, effectivement, il y a cette question qui est aujourd'hui posée. Je voudrais vous faire réagir à Julien Théry, qui est professeur à l'Université Lyon 2, qui a été suspendu pour antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, hier, a pris sa défense. Est-ce que vous faites de même ou pas ? Il avait parlé de génocidaire à propos de personnalités d'une tribune qui était contre l'État de Palestine. Faire une liste de personnes à boycotter, de personnes juives à boycotter, d'une part. Diffuser des caricatures qui sont dignes des années 30, tout ça, c'est abject. Et donc, moi, je condamne ça avec la plus grande fermeté, et je salue la décision de son université, qui a été effectivement de le suspendre pour l'instant et d'engager des poursuites disciplinaires. À côté de ça, j'ai demandé au recteur de signaler au procureur, de faire un article 40 pour signaler effectivement ces faits au procureur. Donc ma condamnation, elle est vraiment d'une très très grande clarté et d'une très grande fermeté. L'antisémitisme, c'est dramatique dans notre société en France, et malheureusement, elle est aussi là, à l'université, dans toute la société, aussi à l'université. Il faut lutter sans relâche sur cette question-là. Et il y a aussi votre audition à la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre politique et islamisme. Il n'y a pas de menace pour l'université, il n'y a pas d'entrisme ? Moi, je vais reprendre les termes
les termes d'un rapport qui avait été commandé par le ministère de l'Intérieur sur cette question, qui dit qu'il n'y a pas d'entrisme islamiste structuré aujourd'hui à l'université. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des personnes, qu'il n'y a pas des individus qui cherchent évidemment à faire le lien, à mobiliser des étudiants, par exemple, autour du conflit israélo-palestinien pour étendre, etc., et faire des amalgames. Évidemment que ça existe. Mais la question de est-ce qu'il y a un entrisme islamiste structuré à l'université, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est ce rapport du ministère de l'Intérieur, je l'ai dit. Merci Philippe Baptiste d'avoir été avec nous, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.